Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Alors je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Vous avez été des milliers à vous y inscrire depuis la dernière émission. Et le sujet concernant les Apaches a été particulièrement regardé, ce qui m'a vraiment fait très plaisir. À la suite de cela, j'ai reçu beaucoup de messages et de propositions pour participer à d'autres émissions. Je profite également, avant de démarrer notre sujet, pour remercier également toutes les personnes qui ont commandé mon dernier livre Fatalitas, la première édition étant bientôt épuisée. Je vous donnerai les liens en fin d'émission pour que vous puissiez encore vous le procurer. Dernière chose, beaucoup de personnes m'écrivent pour me demander pourquoi je ne mets pas plus de vidéos en ligne. Alors la raison est qu'il me faut beaucoup de temps pour préparer un sujet, beaucoup lire, noter et écrire l'émission, l'enregistrer et la monter moi-même. Donc privilégiant la qualité à la quantité et soucieux de la réalité de mes sources et de la véracité de mes propos, je ne pense pas devoir aller trop vite. Si j'ai accepté la proposition d'Alexandre, c'est qu'en plus du sérieux de ses recherches, j'ai trouvé un lien réel quant à nos univers respectifs. Je vais donc tenter, avec mes modestes connaissances en Irezumi, qui n'est pas le style de tatouage que je pratique, et dont je n'ai pas encore pu apprécier toute la profondeur qui forme la quintessence de mon métier, de vous parler non pas de son histoire à l'intérieur de ses frontières, mais de l'image d'Épinal qu'elle a véhiculée en Occident et plus particulièrement en France, dans le courant du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donald Ritchie nous l'explique, il n'y a qu'au Japon que le tatouage ait atteint aussi pleinement ses potentialités et qu'il a laissé sur ce matériau si éphémère qu'est la peau humaine des empreintes d'habileté, d'abnégation, d'imagination, de patience et de beauté. Selon Kunji Masakatsu, alors je vous préviens tout de suite, ça va être dur avec mon accent de banlieusard, critique de théâtre, ces peaux de brocart doivent être considérées comme une expression picturale à part entière, une de ces fleurs qui ne donneront pas de fruits et qui s'épanouirent à l'époque Edo, d'autant plus belles qu'elles n'ont d'autre finalité qu'elles-mêmes et qu'elles sont aussi éphémères que gratuites. À cette période en France, on s'intéresse peu au tatouage. La marine, voulant préserver sa flotte, l'a interdit, dû au risque lié à certaines infections et maladies, et il ne reste guère que les marginaux, comme nous l'avons vu, pour en arborer une version plus primitive, mais tout de même assez codifiée. Nos criminologues français et nos médecins ne se sont pas encore trop penchés sur le sujet. A l'inverse, les journalistes, alors on peut même parler d'explorateurs à cette époque, et qui ont la chance de voyager aussi loin, en reviennent souvent subjugués par la maîtrise de cet art plébéien qui, paradoxalement, devient une mode chez l'aristocratie européenne et russe. Donc là, on peut presque parler des people de l'époque. Et c'est par eux que le tatouage japonais se fait le mieux connaître, et ce que l'on appelle au Japon le kimono du pauvre, que va interdire d'ailleurs le gouvernement nippon en 1872, mais ça nous allons y revenir, devient une ornementation de luxe pour nos élites, et l'exemple venant toujours d'en haut, le tatouage devient pendant quelques années un snobisme auquel peu d'officiers voulurent se soustraire. Des princes, et même des rois passant par des villes portuaires, pousse la porte de certains tatoueurs qu'on appelle orishi, qui peut se traduire par maître graveur, nom qu'on utilise alors pour les graveurs sur bois, qui était à l'origine le métier des tatoueurs, et qui pratiquent un art sur papier appelé l'ukiyo-i, qui peut se traduire par image du monde flottant. D'ailleurs, la coutume est restée puisque le mot ori, donc graveur, continue de précéder le nom de certains tatoueurs encore actuellement, comme Oriyoshi ou d'autres. De cette époque, tout un tas de gravures vont apparaître dans nos journaux français, où l'on peut apprécier la séance de ces princes fumant la pipe, allongés sur des tatamis ou des coussins, se faisant de petits tatouages à des prix souvent exorbitants pour l'époque. Mais au Japon, c'est quand même le petit peuple qui se fait tatouer avant tout. Ce sont les postiers, les palefreniers et surtout les pompiers qui sont les plus représentés sur les photos, colorisés en cette fin du 19e siècle. Les pompiers, d'ailleurs, étant même la figure emblématique du tatoué, bravache, bagarreur, intrépide et respecté, portant un tatouage souvent intégral, où était le plus souvent représenté un dragon, ce monstre qui crache le feu et qui vit dans l'eau, le feu qu'eux-mêmes combattent, donc un espèce de tatouage talisman. Nous retrouvons également beaucoup de tatouages dans la corporation des tireurs de pouce-pouce ou porteurs de palanquins,
pour la bonne et simple raison que ces gens-là, travaillant à demi-nu, faisaient de leur corps une sorte de réclame publicitaire afin d'attirer plus de clientèle. Les marchands de poissons vont donc arborer des carpes et autres crustacés, peut-être moins souvent le crabe, qui est un modèle plutôt réservé aux prostituées. Tatouage allégorique, hein, le crabe saisit sa proie entre ses pinces et ne la lâche plus, semble avoir été une figure de prédilection des tatouages féminins dans le monde du plaisir. Les filles espérant en faire de même avec leurs clients. Mais rien ne change et quand on est un riche voyageur, on se rend chez un maître connu. Certains tatoueurs japonais sont de véritables stars qui, après avoir tatoué un roi ou un duc, ne s'occupent que des officiers supérieurs, laissant la tâche subalterne à leur apprenti de tatouer le marin de base ou l'autochtone. Sur l'île d'Inasa, où vit une très forte communauté russe, due aux échanges entre Vladivostok et Nagasaki, le marin qui veut ramener un souvenir sur sa peau doit dépenser entre 1 à 2 piastres mexicaines, la monnaie la plus employée sur l'île. Peu après la révolution de 1868, un coup de tonnerre éclate dans le ciel bleu. Le gouvernement japonais, craignant sans doute d'être mal vu aux yeux des étrangers, dont le sujet du tatouage est abordé lors du congrès des orientalistes à Paris, où sa prolifération dans l'archipel frappe l'esprit des Occidentaux, les autorités de Meijin décidèrent purement et simplement de les interdire par un arrêté des bonnes mœurs. Alors interdit également de se travestir, excepté pour les acteurs de théâtre, également interdit les combats entre les sumo aveugles et les femmes, interdit aussi l'incinération, bref, tout ce qui pouvait sembler méprisable aux yeux de l'Europe. Et donc par une sorte d'ironie du sort, ce furent les étrangers, pendant cette prohibition, qui vont fournir une nouvelle clientèle aux maîtres tatoueurs. Vers 1877, Émile Guimet, riche industriel français et collectionneur, est immortalisé par le dessinateur et peintre Félix Régamé sur l'île de Enoshima, qui est au sud de Tokyo. On y voit Émile interrogeant des hommes de peine tout nus et qui ont le dos et la poitrine ornés de tatouages artistiques. Félix Régamé fera à cette occasion une esquisse au crayon d'un homme en pleine séance de tatouage, montrant par là que cette pratique se poursuit malgré l'interdiction intervenue 4 ans auparavant. Et c'est l'Europe elle-même qui vint au secours du tatouage par l'intermédiaire des 2 fils du prince de Galles, le duc d'York, futur George V, et son frère aîné, le prince Albert. Ensuite vont venir le Tsarevitch de Russie, le futur Nicolas II, et la reine Olga de Grèce, qui vont eux aussi passer sous les mains de ces maîtres, alors même que le tatouage est interdit depuis déjà presque 20 ans, ce qui va d'ailleurs susciter un énorme malaise au sein de la corporation. Philippe Pons nous l'explique lorsque le Tsarevitch Nicolas, en voyage au Japon en 1891, exprime à ses hôtes japonais son désir d'avoir comme souvenir de Nagasaki un tatouage sur le bras et que celui-ci soit réalisé par l'un des maîtres tatoueurs de la ville, dont la réputation lui était parvenue grâce à l'écrivain et officier français Pierre Loti. Il sema chez eux un vent de panique, jugé indigne d'un pays prétendant à prendre place parmi les nations modernes. Le tatouage était interdit, comme je vous l'ai dit, depuis presque 20 ans. Le précédent des 2 princes anglais fut évoqué par la délégation russe et, de peur de créer un incident diplomatique, en refusant de satisfaire le désir du Tsarevitch, les autorités fléchirent et 2 tatoueurs montèrent à bord du navire russe pour réaliser un dragon sur son bras. Et ce vent de panique qu'ont eu les autorités de l'époque, je le comprends, d'autant plus que personnellement, il y a quelques années, accompagné de mon ami Jérôme Pierrin, rédacteur en chef de Tatouage Magazine, nous avions repéré quelques jolies pièces lors de la convention de Tokyo, et nous avions bien sûr voulu faire des photos pour notre reportage. Nous avions à partir de là décidé de les faire en extérieur afin de créer une ambiance un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement des photos de convention. La panique des organisateurs en nous voyant dans la rue avec des personnes tatouées et torse nu fut telle que la séance fut tout de suite arrêtée et les tatoués priés de se rhabiller illico presto et de réintégrer le 2e étage de l'immeuble où la convention se cachait. Mais revenons à l'époque qui nous intéresse. Si elle est interdite de couler dans la peau des Japonais, l'encre coule dans les journaux français au sujet de cette pratique qui ne finit pas d'étonner. Avec des personnages comme Georges Ferdinand Bigot, caricaturiste et graveur, qui va vivre au Japon pendant 17 ans. Peu connu en France, c'est au Japon qu'il passe à la postérité.
L'œuvre de Bigot est aujourd'hui un des témoignages les plus précieux pour connaître les mœurs du pays du soleil levant à l'ère Meiji. Les caricatures de Bigot, reprises chaque année dans les livres de classe, sont familiers à bien des Japonais. En octobre 1884, dans Le Petit Parisien, Jean Frollo nous explique qu'au Japon, les plongeurs se couvrent la peau de dessins effrayants, car leur but est de faire peur aux poissons. Alors ça pourrait se comprendre, hein, j'attends quand même l'avis de spécialistes. D'ailleurs, cette histoire d'effrayer les poissons anthropophages se retrouve souvent dans les journaux de cette époque. Quant à nos marins, nous manquons de sources, hein, même si le Japon était une destination de mouillage pour la marine française. N'oublions pas que dès 1860, donc peu de temps après l'ouverture au monde du Japon, la France et le Japon vont entretenir des relations privilégiées et ratifier un traité de paix, d'amitié et de commerce entre les deux pays, qui va être donné par Duchesne de Bellecour au shogun Tokugawa Yoshinobu, que nous retrouvons ici d'ailleurs portant l'uniforme militaire français et tenant même le bicorne de Napoléon III. 150 ans plus tard va être inauguré le dojo Budokan appelé Miyamoto Musashi, qui était un calligraphe, peintre reconnu, philosophe et le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. Ce Budokan, dédié aux arts martiaux officiels du Japon, rassemble toutes les écoles traditionnelles de sabre et de kendo. L'ensemble des arts martiaux japonais y sont rappelés au cœur de ce Japon traditionnel. Ce Budokan réalise l'unification des disciplines martiales, non seulement dans la pratique, mais aussi historiquement et culturellement. Et pour bien marquer l'amitié franco-japonaise, le toit du Budokan est la représentation du bicorne de Napoléon III. L'amitié entre les deux pays est tellement forte que le shogun confie à la France la construction de son arsenal maritime. Napoléon III envoie alors ses ingénieurs qui dispensent le savoir-faire et la technologie française. À l'époque a bien changé. Le shogun demande également à la France qu'une mission militaire lui soit envoyée pour moderniser et renforcer l'armée de terre qu'il dirige. L'Empire français répond à cette demande par la vente d'armements et la venue au Japon du lieutenant d'artillerie Jules Brunet, qui sera plus tard appelé le dernier samouraï. Il arrive ainsi sous les ordres du capitaine Jules Chanoine pour former l'armée du shogun et instaurer une administration militaire fondée sur le modèle français. Le 11 mars 1895, le Japon, qui vient de sortir d'une éprouvante guerre moderne avec la Chine, se rappellera de cet ancien samouraï en l'élevant au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado. Rappelons que Brunet a également reçu l'ordre du Soleil levant. Mais beaucoup d'autres Français seront décorés de médailles prestigieuses et certains des mains même de l'empereur. Mais dès 1850, le Japon, qui vient de mettre fin à sa politique isolationniste, va rendre un énorme service à la France et plus particulièrement à la ville de Lyon, où l'élevage de vers à soie est très durement touché par la pébrine. La production française, alors à son apogée au sein des maisons soyeuses de l'industrie lyonnaise, se dégrade considérablement et durablement. Le shogun Tokugawa envoie en présent des cocons de balles de soie à Napoléon III. Et à partir de 1865, le commerce des graines des balles de soie entre Yokohama et Lyon se développe. Le jumelage entre les deux villes, initié par le consul général du Japon, Louis Michalet, sous l'égide du club Lyon-Japon, fait écho à cette période. Ainsi, en 5 ans, Lyon devient la première place mondiale du commerce de la soie et en 1872, afin de répondre à la forte demande étrangère, la première filature de soie est construite à Tomioka au Japon, la France jouant un rôle de premier plan dans les exportations japonaises. C'est dans ces années-là d'ailleurs que la culture japonaise va commencer à exercer une influence importante sur l'Europe. L'exposition universelle de Paris en 1867 nous présente tout un ensemble d'arts japonais qui déclenche une véritable mode, que ce soit dans les arts décoratifs, dans la littérature avec par exemple Zola, Baudelaire, ou la peinture avec Auguste-Joseph Bracquemond, qui est officiellement le premier à découvrir l'art japonais en France, mais aussi Renoir, Pissarro, Monet ou même Van Gogh. Aucun d'entre eux d'ailleurs ne mettra les pieds au Japon. Van Gogh, fan de Horishige et qui possédera plus de 600 pièces de gravure dans sa collection, ira jusqu'à en incorporer une dans son fameux autoportrait à l'oreille bandée. Quant à Monet, qui possède 231 œuvres, on dira de lui qu'il vit au Japon, en Normandie. Il comptera d'ailleurs dans sa collection l'estampe appelée Sous la vague au large de Kanagawa, qui est l'œuvre la plus connue de Hokusai et la première estampe de sa fameuse série des 36 vues du mont Fuji.
dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelle le langage de l'estampe japonaise. La composition de la vague, synthèse de l'estampe japonaise traditionnelle et de la perspective occidentale, lui valut un succès immédiat au Japon, puis en Europe, où il fut une des sources d'inspiration des impressionnistes et même de Claude Debussy dans sa chanson La Mer. Bien sûr, cet engouement pour le Japon va se retrouver dans les catalogues de nos professionnels du tatouage européen, comme Georges Burchett, tatoueur londonien qui nous parle dans ses mémoires d'un tatoueur particulièrement fameux, nommé Horishio, surnommé également l'empereur du tatouage, Adnan Dietzel à Milwaukee ou encore l'allemand Christian Warlich. Tous vont, dès le début du XXe siècle, incorporer et proposer des modèles japonais à leurs clients. Inversement, des tatoueurs de Yokohama se rendirent en Europe et aux États-Unis. En janvier 1899, l'un d'eux, Horitoyo, alors âgé de 34 ans, parlant anglais et français, raconte avoir vécu auparavant plusieurs années à Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg et Londres, et avoir tatoué des membres de l'aristocratie européenne, dont plusieurs princesses. Mais en France, malgré tous ces échanges et ces liens forts qui nous unissent, nous n'avons pour le moment rien qui rattache le Japon à nos marins tatoués. À l'inverse de ceux qui s'en reviennent de Singapour ou de Hong Kong, où les artistes tatoueurs des années 1910-1920 travaillent déjà pratiquement tous à l'électricité grâce à leurs échanges avec les marins anglais et américains. Quant à nos bagnards, eh bien, leurs bateaux se dirigent vers nos colonies d'Afrique et donc ne passent pas sous les coups du tebori, mais sous les aiguilles de leurs corélégionnaires. Alors je précise pour le profane que le tebori est l'instrument traditionnel du tatoueur japonais. Il est composé d'un manche souvent fait en bambou d'une vingtaine de centimètres auquel viennent se fixer solidement des aiguilles. Donc nos marins qui restent à quai dans les ports d'Asie et qui se font tatouer à l'électricité au début du XXe siècle, comme Rambert, dont je vous parlerai un jour, n'arborent pas à proprement parler de tatouage made in Japan. Aucun, sauf un. Et oui, j'ai eu un jour l'immense surprise, en étudiant quelques individus bien de chez nous, de découvrir un homme qui, lui, sans presque l'ombre d'un doute, était passé par le Japon. Je vous explique. Yotoko est un personnage connu dans la mythologie japonaise. Aujourd'hui, on le voit passer tous les jours sur les réseaux sociaux, tatoué de toutes les façons possibles. L'origine du nom vient de Hi, qui veut dire feu, et Otoko, qui veut dire homme, car le personnage souffle le feu grâce à une pipe. Les dialectes locaux ont transformé le nom en Yotoko. Dans la préfecture d'Iwate, il existe un mythe à propos de l'origine de Yotoko. Un garçon avec le visage étrange pouvait créer de l'or à partir de son nombril. Lorsqu'une personne de la maison mourait, le masque représentant ce garçon était placé au-dessus de la cheminée afin d'attirer le bon sort. Et à partir de cette légende de notre marin français, le seul connu pour moi à ce jour porte un Yotoko. Et alors, suprême raffinement va le placer exactement là où il faut. Donc, il savait, en lui mettant la bouche au niveau du nombril. Un exemple unique que je suis vraiment ravi de vous faire partager aujourd'hui, puisque cette photo n'a, à ma connaissance, jamais été dévoilée. Autre photo du 19e siècle que j'aimerais vous faire découvrir, il s'agit d'une plaque de verre que j'ai pu acquérir il y a une dizaine d'années et qui nous montre le béto d'un Français, alors peut-être son palefrenier. Il écrit d'ailleurs sur la plaque « Mon béto en déshabillé ». Il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour trouver un peu de nouveautés dans les journaux et les magazines français. Si la chose ne choque plus vraiment, elle continue néanmoins d'intéresser nos journalistes. Alors là, maintenant on peut parler de journalistes. Début des années 50, les premiers salons de tatouage arrivent aux environs des principales bases militaires de Yokosuka près de Tokyo et dans l'archipel d'Okinawa. Les militaires américains découvrirent un tatouage autrement plus sophistiqué que ce qu'ils arboraient habituellement et qui était souvent de simples flashs, qualifiés d'ailleurs avec dédain par les Japonais de sushi-yabori, donc gravure de marchands de sushi en raison de leur manque de sophistication. Le magazine Science et Vie de janvier 1956 va s'intéresser, lui, au docteur Fukuchi. Cet homme de 65 ans, décrit comme le plus grand expert mondial en matière de tatouage, achète leur peau aux ouvriers nécessiteux et caresse amoureusement une loupe à la main, celle des gangsters qui tapissent alors son boudoir. S'il croise dans la rue, dans le tramway ou sur la plage un tatouage encore vivant, son œil s'allume et il suppute alors ses chances de l'acquérir. Le journaliste nous explique que 30 ans de recherche, de ruse orientale et de patience lui ont permis de réunir une collection unique au monde. On parle de plus d'une centaine de peaux. Son fils
Docteur comme son père, que je vous montre en photo, prendra la relève. D'ailleurs, la peau du corps qu'il tient entre ses mains est celle d'un des tatoués pris en photo dans les bains publics avec son père, une trentaine d'années auparavant. Plusieurs magazines vont parler de cette étrange collection, comme le très célèbre reportage paru en 1958 dans le magazine Tout Savoir, où pour l'occasion le docteur Fukushi va côtoyer Richardo, dont je vous parlerai très bientôt. 1962, le livre magnifique du Suisse Jean Graven, L'argot et le tatouage des criminels, met à l'honneur le tatouage japonais, avec en couverture du livre une des peaux de Fukushi, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle d'un des plus célèbres gangsters de Tokyo. Dans les années 60, des contacts se tissent entre des tatoueurs japonais et leurs homologues américains, tels que Sailor Jerry, qui je pense a été vraiment le premier. Puis, dans les années 70, Ed Hardy, qui se rend pour la première fois au Japon en 1973, et qui va lui aussi être un des premiers à réellement fusionner ces deux styles. En France, les premiers de salon s'ouvrent et le tatouage commence à faire doucement partie du quotidien. Les tatoueurs dans ces années-là vont reprendre certains dessins, mais qui sont souvent issus de planches américaines, dont celle de Sailor Jerry, et ils vont reproduire sur leurs clients des modèles dont ils ignorent totalement le sens, à l'image plus tard des tatouages polynésiens. Dans les années 80, les conventions de tatouage aux États-Unis vont commencer à inviter des maîtres tatoueurs, dont le plus talentueux de tous, Horiyoshi II, le maître incontesté de la discipline, et qui va travailler toute sa vie dans son atelier d'une largeur de 3 tatamis, c'est-à-dire à peine 5 mètres carrés. Je tiens à préciser également que Horiyoshi II n'était pas tatoué, ce qui n'était pas commun. En France, dans les journaux, on parle surtout des yakuza quand il s'agit de tatouage, mais les années 80 vont également connaître de nouveaux talents, avec l'arrivée du Suisse Philippe Leu qui va totalement réinventer le style en fusionnant le tatouage traditionnel japonais et une approche contemporaine et occidentale de ce style, ce qui va amener à une révolution et jusqu'à la façon même de penser le tatouage. Voilà pour cette émission qui n'était pas prévue mais que j'ai accepté d'écrire à la demande d'Alexandre. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir un peu plus. Excusez-moi d'avance si je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails, mais 20 émissions ne suffiraient pas à une étude sérieuse d'un sujet aussi passionnant. Je ne déroge pas à la règle en vous proposant un conseil de lecture, mais là, à l'inverse des précédentes émissions, il m'a fallu trier car la bibliographie qui concerne le sujet est très vaste. Tout d'abord, pour moi, le livre que je mets tout en haut du panier est Peau de brocart de Philippe Pons. Alors, ce livre, vous aurez peut-être du mal à le trouver, et en plus, cette édition maintenant se vend quand même très cher, mais nous avons de la chance, puisqu'une nouvelle édition avec ce livre, Le corps tatoué au Japon, estampe sur la peau de chez Gallimard, toujours de Philippe Pons, vous le trouverez très facilement, et il semble en plus être une version enrichie du premier volume Peau de brocart, donc passez directement à ce livre-là. Yakuza Tattoo d'Andrea Johansson qui nous montre quelques belles photos, un livre assez facile à trouver, je pense que là ça va plutôt plaire aux abonnés de la chaîne d'Alexandre. Je précise quand même que ce livre est en anglais, hein, c'est un petit peu embêtant. Alors là, un pavé Ukiyo-i 250 ans d'estampes japonaises, sorti c'est Flammarion, donc un pavé de 400 pages où sont présentés les meilleurs graveurs sur bois avec 72 artistes étudiés et 335 planches en couleur. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu moins balèze, un peu moins lourd, chez ta chaîne, l'estampe japonaise de Gabriel Farr-Becker, que vous trouverez pour quelques euros sur internet, hein, j'ai vérifié, il y en a. Et le dernier livre que je viens tout juste de recevoir, Satsujin, alors ça c'est le livre d'Alexandre, hein, c'est le nom de sa chaîne, Satsujin, meurtre et tueur en série japonais, qu'on trouve chez Camion Noir, mais je pense qu'en vous abonnant à sa chaîne, vous pourrez le commander directement par lui. Voilà, je l'ai un petit peu feuilleté quand même, en fait c'est plein d'histoires, hein. Je pense que c'est peut-être des émissions qui viennent de sa chaîne. En tous les cas, voilà, il y a énormément de choses, hein. Le tueur en voiture beige, l'ange de la mort, tout ça. Donc voilà, pour les fans un petit peu de romans policiers, mais avec des histoires qui ont vraiment existé, des histoires réelles, je pense que ça peut vous intéresser. Satsujin, voilà, d'Alexandre Bodeco. Je vous parle quand même aussi de Tatouage Magazine, puisque dans le numéro 138, il y a un article qui, enfin, nous explique que la libération du tatouage au Japon est en train de s'opérer et que les tatoueurs japonais ne vont plus avoir besoin d'avoir un espèce d'équivalent de brevet de médecin ou je ne sais quoi pour pouvoir continuer à pratiquer leur métier.
Donc voilà, on en parle dans le 138. Si il n'est plus en kiosque quand vous regardez cette émission, vous pouvez toujours aller sur le site tatouagemagazine.fr et le trouver en PDF. Ils sont à télécharger. Vous trouverez également une galerie. Vous verrez maintenant, il y a une petite boutique avec plusieurs dessins de tatoueurs, donc des prints que vous pouvez vous faire commander, également des photos de nos mauvais garçons, tirés dans un très très bon labo parisien, une qualité très très bonne de ces photos en noir et blanc qui arriveront directement chez vous. Donc ça, c'est dans la rubrique boutique du site internet Tatouage Magazine. Également le guide des tatoueurs 2020 que normalement vous trouvez en kiosque, mais vous pouvez aussi passer par tatouagemagazine.fr. Alors je remercie aussi tous les tatoueurs qui s'inscrivent à ce guide parce que c'est quand même quelque chose, je pense, de très important qui reste dans les salons de tatouage, que les gens achètent mais continuent de regarder longtemps. Et puis ça a vraiment été un succès, hein, le dernier guide des tatoueurs a très très bien marché. Donc là, on est en train de préparer le guide de 2021. Et comme je sais que beaucoup de tatoueurs regardent cette émission, alors n'hésitez pas, envoyez-nous des photos. De toute façon, après, c'est sur sélection, hein. C'est moi qui choisis avec l'ensemble de mes collaborateurs à Tatouage Magazine. Donc bon, ce sont des choses plutôt positives pour le métier. Fatalitas, donc mon bouquin, je pense vous faire une émission d'une dizaine de minutes bientôt. Si on est reconfiné, on ne sait jamais, j'aurai le temps, j'aurai beaucoup de temps, pour vous prendre par exemple 3 personnages, une femme, un gros voyou et puis un petit voyou de rien du tout, pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de ce livre et aussi l'état d'esprit de ces personnages qui vivaient quand même une drôle d'époque, pour rien du tout, on prenait 5 ans de travaux forcés tout de suite et finalement, au lieu d'y rester 5 ans, des fois on y restait toute sa vie. Donc je vous expliquerai un petit peu ce livre. Bien sûr, vous le trouverez sur eBay en tapant Fatalitas, vous le trouverez sur tattoo.fr, vous le trouverez sur tatouagemagazine.fr, mais c'est encore plus facile même de passer par eBay, vous tapez Fatalitas, vous avez la couverture qui arrive, vous le commandez, paf, normalement 2-3 jours après, c'est arrivé dans votre boîte aux lettres. Je tiens également à saluer la communauté française qui vit au Japon. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller dans ce pays où je me rends chaque année, mais bien sûr avec le Covid, là, tout a été totalement bouleversé. J'espère y retourner très vite et pourquoi pas y rencontrer certains d'entre vous. De mon côté, je termine d'écrire mon dernier sujet. Alors il y a un indice dans cette émission. Merci encore pour l'intérêt que vous portez à l'histoire du tatouage. Je pense que ces émissions, le livre, tout ça, ce sont des choses positives pour le métier. Pour patienter, je vous invite à me retrouver sur l'Instagram du French Tattoo Museum où je poste toujours au moins 1 à 2 photos par semaine. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par ce biais, le French Tattoo Museum sur Instagram. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous dans cette période.